Saguenay a subi de nombreuses transformations au fil des ans. Les cours d'eau font partie intégrante du développement de notre région. Le maire de Saguenay évoquera des moments importants de l'histoire de la navigation sur la rivière Saguenay qui a contribué et qui contribue encore à l'essor de notre ville. Alors bonjour, aujourd'hui, on parle de la rivière Saguenay. Alors, on va ensemble comprendre que la rivière Saguenay, c'est le cœur de la colonisation, du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est facile à comprendre. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de train. Alors, la seule façon de venir observer un peu le décor, le paysage, d'essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire ici, c'était d'emprunter le Saguenay. C'est Jacques Cartier lui-même qui souligne que le nom de la rivière Saguenay, il ne l'écrivait pas comme on l'écrit aujourd'hui, mais il l'avait appris, lui, des Indiens qui eux-mêmes appelaient la rivière Saguenay. Saguenay, ça veut dire là où l'eau sort. Mais souvent, on a pensé que les gens, les Indiens particulièrement, qui étaient dans le fleuve Saint-Laurent, qui voyaient arriver l'eau tout à coup, ces gens-là disaient là où l'eau sort, hein? Mais c'est... L'histoire nous corrige. Les historiens nous disent c'est pas vrai ça. Puis c'est logique ce qu'ils disent. Regardez bien ce qu'ils disent. Ils disent les Indiens disaient quand on empruntait la rivière Saguenay, l'eau sort de partout. Hein? C'est vrai, là, si vous prenez la rivière Saguenay, vous allez voir de l'eau qui arrive de toutes les rivières. Juste ici, dans Chicoutimi, là, on a la rivière Chicoutimi, Jonquière, on a la rivière aux Sables, la baie, la rivière à Mars, mais c'est comme ça partout, là. Faites le Saguenay. Alors, quand ils se retrouvaient dans cette rivière-là, ils disaient là où l'eau sort, l'eau arrivait... D'habitude, une rivière, l'eau arrive d'en haut, puis c'est fini. Mais ici, l'eau arrive de partout. Donc, ils appelaient ça Saguenay. Alors, puis Chicoutimi, jusqu'où l'eau est profonde. Parce que la navigation, elle devait nécessairement s'arrêter ici. La navigation importante. Les premiers voyages qui se faisaient au lac Saint-Jean par le père Jean Dequin, là, ils passaient par une route différente qui passait dans le lac Kenogami. D'ailleurs, quand j'étais dans le lac Kenogami, assis dans une chaloupe, on voyait une île qui était assez haute et on voyait comme une éclaircie dans l'île. On m'a dit ça, c'est l'ancien chemin pour monter au lac Saint-Jean, en plein milieu du lac Kenogami. Oui, il y avait un chemin et là, il passait par le lac Kenogami, il passait par là, mais le lac Kenogami a été remonté beaucoup quand on a fait des barrages et c'est la raison pour laquelle on ne passe plus par là pour aller, évidemment, au lac Saint-Jean. Mais il fallait bien trouver un chemin parce qu'après Chicoutimi, il n'y avait rien à faire, là. On ne pouvait pas monter par ce chemin-là. Donc, le mot Saguenay, important de le savoir, ça veut dire vraiment là où l'eau sort. Mais au tout début, il y avait un poste de traite qui était situé à l'embouchure du Saguenay, Tadoussac. Alors, à Tadoussac, les Indiens, les Blancs, on se rencontrait. Il y avait beaucoup d'achalandage. Il y a même une année avant la fondation de Québec où il y a eu jusqu'à 40 bateaux qui sont venus à Tadoussac. On venait à Tadoussac comme ça. C'est Chauvin, le premier, qui a décidé de passer l'hiver là. La plupart de ces hommes sont morts, mais il reste que Tadoussac était très animé. Mais on n'osait pas pénétrer dans le Saguenay. Quand on se présente sur le fleuve en face du Saguenay, on s'aperçoit que c'est pas une rivière comme une autre. C'est une grosse rivière. C'est gros. Il y a un gros débit d'eau. Ça semble un peu mystérieux quand on regarde ça. Et les Indiens ne voulaient pas qu'on pénètre. Ils voulaient garder ça pour eux. Ils ne voulaient pas vraiment qu'on pénètre et ils appelaient ça la rivière de la mort. On se faisait un peu des peurs là-dessus, puis on disait « Ne pénétrez pas, c'est dangereux, n'allez pas plus loin, c'est suffisant, restez ici. » Alors la fourrure se faisait à Tadoussac. Évidemment, il y en a qui ont désiré y aller avec le temps. Le premier, Champlain, il y en a peut-être avant, mais Champlain lui-même, le plus connu, lui, il est pénétré jusqu'à Tableau. Tableau, c'est situé tout près de Saint-Roch-du-Nord, à peu près 40 km. C'est quand même long, là. Il faut penser qu'on n'a pas de moteur. La rivière est quand même d'une largeur respectable. On est à voile. Si le vent prend, tout ça, il ne faut pas s'échouer. Il y a des grandes marées. On est plus ou moins au courant qu'il y a des grandes marées. Mais Champlain, qui est un navigateur extraordinaire, lui, il pénètre jusqu'à Saint-Roch-du-Nord. Et la profondeur du Saguenay ne cause pas de problème.
Si vous voulez avoir une idée de la profondeur du Saguenay, regardez les montagnes. C'est à peu près la même profondeur. C'est pour ça qu'à Chicoutimi, la profondeur est beaucoup moins importante que si vous êtes à l'Anse-Saint-Jean. L'Anse-Saint-Jean, c'est très, très profond. Mais c'est une rivière où il y a eu beaucoup de petites embarcations qui ont eu des problèmes. Il n'y a jamais eu de grandes catastrophes maritimes. On en rapporte une. C'était un bateau qui s'appelait le Carolina. Ce qui est arrivé, c'est que le bateau, lui, a touché le fond et la marée s'est mise à baisser. Donc, le matin, le bateau s'est retrouvé presque à la verticale. Il n'y a pas eu de mort. Mais les passagers, on les a transportés dans un autre bateau. Il y a eu tout un branle-bas de combat. Il n'y a pas de cellulaire, là. Il faut communiquer ensemble comme on peut. Et ce bateau-là a été transformé par la suite. On a changé son nom après cet événement-là parce que ça avait fait la manchette. On l'a appelé le Méré B. Cet accident-là est arrivé bien après Champlain. Hein, c'est arrivé en 1903. Alors, il y avait des choses qui s'étaient passées depuis le temps. Alors, le Saguenay est une rivière intéressante. La colonisation semble attrayante à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la Compagnie de la baie du Tson qui contrôle tout ça. La Compagnie de la baie du Tson, là, je me place au début, là, au tout début, ils contrôlaient les fourrures, ils contrôlaient l'agriculture et la forêt. Hein? Il y avait un bail avec le gouvernement, ils contrôlaient tout ça. Mais avant tout ça, il y avait quand même des postes de traite. Il y en avait un à Chicoutimi. Vous savez, on parle souvent du poste de traite de Chicoutimi. C'est un poste de traite important. Quand vous prenez la rivière Chicoutimi là, qui vient se jeter dans le Saguenay, vous avez à cet endroit-là, près du pont, le pont de Sainte-Anne, le pont du Buc aussi, là, il y a une rivière qui arrive, et c'est là qu'était le poste de traite. Ce qui est arrivé, c'est que le poste de traite, évidemment, la fourrure s'en venait là. Il y a des bateaux qui montaient pour venir chercher la fourrure, hein, parce que s'en venait là, et les bateaux régulièrement venaient chercher. Mais il y a un bateau qui est venu après la conquête. Après la conquête, les autres, ils étaient rois et maîtres, hein, les Anglais. Ils ont dit, on va vider les postes de traite, on va ramener ça en Europe, la fourrure. On se présente à Chicoutimi pour vider le poste de traite. Et puis là, il y a eu de l'opposition, évidemment. On ne voulait pas leur donner, c'était le fruit de notre travail, puis tout ça. On ne voulait pas leur donner fourrure. Puis ce qui me fait plaisir un peu, là, c'est que la personne qui a combattu le plus, le chef, là, pour pas que les Anglais prennent la fourrure, il s'appelait Jean Tremblay. Alors, j'étais content de voir qu'il était courageux comme ça. Alors, il s'est battu, mais il a perdu. Il a perdu, hein, il n'était pas assez nombreux, et le bateau, c'était un gros bateau quand même qui venait chercher tout ça. Les bateaux vapeurs sont arrivés un peu là après, et je dois vous dire qu'il est arrivé un bateau vapeur dans le Saguenay, et ça a fait peur aux Indiens. Ils ont vu arriver ça, ils ont dit « Venez voir ça, il y a une maison qui brûle et qui flotte sur le Saguenay. » C'est sûr que quand tu vois ça pour la première fois, tu es habitué de voir des bateaux à voile, tu vois une maison, ça ressemble un peu à une maison, un bateau, avec la fumée qui sort. Alors pour eux, il y avait une maison qui brûlait sur le Saguenay. Donc, vous savez que le Saguenay, ici, a été colonisé à partir de 1838. Mais 1838, là, il y a eu il y a tout un scénario, là, parce qu'à ce moment-là, c'est la Compagnie de la baie du Tson qui détient le bail et qui, elle, est la seule qui peut faire la fourrure, l'agriculture et la forêt. Mais on accepte que ces gens-là viennent pour s'établir pour le bois, mais pas l'agriculture et pas la fourrure. Vous n'avez jamais entendu dire que nos ancêtres faisaient un commerce de fourrure important. Pourtant, dans ceux qui sont arrivés, là, les premiers, les 21, il y avait des gens qui étaient des experts dans la fourrure. Mais en arrivant ici, on ne pouvait pas faire ça. Donc, ces gens-là arrivent à Grande-Bay en 1838, mais là, quand ils arrivent, ils viennent d'où, ces gens-là? Ils viennent principalement de Baie-Saint-Paul et de Grande-Bay. Parce que ces deux endroits-là ont été développés bien avant Saguenay. Ça a été développé presque en même temps que Québec, hein? Baie-Saint-Paul, parce que, veut pas, les bateaux, quand ils arrivaient au tout début, quand ils arrivaient à Tadoussac, ils arrêtaient là et c'est en chaloupe qu'on se dirigeait jusqu'à Québec.
On ne voulait pas échouer parce que s'il arrivait quelque chose dans le fleuve Saint-Laurent qui rétrécissait un peu, en passant le mot Québec, là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire comme entonnoir, là où l'eau rétrécit. Hein? Si vous regardez une carte, là, vous voyez que le Saint-Laurent qui rétrécit et on s'en de plus en plus jusqu'à Québec. Alors, c'est ça que ça veut dire, le mot Québec, comme le mot Tadoussac veut dire mamelon, parce que quand tu es dans le fleuve Saint-Laurent et que tu regardes Tadoussac, tu y vois comme deux mamelons. Alors, les gens s'en viennent de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul, et ces gens-là, Malbaie puis Baie-Saint-Paul, ils sont toujours un peu chicanés. Vous savez, la chicane, là, ça fait partie de l'histoire du Québec. Là, hein? Il y en a eu partout. Alors, les gens de Baie-Saint-Paul, Malbaie, c'est pour ça qu'on dit Bagotville, Grande-Baie, là, parce que Port-Alfred n'a pas existé tout de suite. Là. Bon, bien, ces gens-là, là, il y a une gang qui s'en va à Grande-Baie, puis il y a une gang qui s'en va à Bagotville. Puis c'est comme pas. C'est la gang de Malbaie puis de Baie-Saint-Paul, et l'entente est plus ou moins bonne entre eux. Quand ils arrivent ici, ils arrivent en bateau, ils s'établissent à Grande-Baie. Mais à Grande-Baie, je ne sais pas pourquoi, là, mais il y a tellement de mouches. Il y a des mouches, c'est inimaginable. Et encore aujourd'hui, hein, on est obligé à chaque année d'envoyer nos avions. La Ville fait ça. Envoyer nos avions pour éliminer les mouches. À Grande-Baie, il y aurait trop de mouches. Et quand je suis arrivé, moi, comme maire, après la fusion, on m'a dit qu'il faut payer pour envoyer des avions. J'ai dit, pourquoi envoyer des avions à Grande-Baie, pas de l'envoyer ailleurs? Pourquoi on n'enverrait pas la Kenogami tant qu'à ça? On en envoyait ailleurs. Et on dit, non, tu ne connais pas ça, là. Ils m'ont bien expliqué. Les mouches à Grande-Baie, si tu n'envoies pas d'avion, tu ne vis pas là, c'est inimaginable. C'est propice à ça. Alors, effectivement, dans ces années-là, il n'y avait pas de moustiquaires. Ils ont connu des années difficiles. C'est la compagnie de la baie du Thon qui détient tout ça, mais il y en a quand même qui trichent un peu. Hein? Il y en a qui vont faire de l'agriculture, ils disent que c'est leur jardin. Il y a eu un peu de... C'est normal, hein? Ces gens-là voulaient manger, voulaient vivre. C'est parce qu'il y a eu une crise agricole. Ça n'a pas été bon à la Malbaie et à Baie-Saint-Paul. Et c'est pour ça qu'on désirait venir ici. Ça faisait longtemps qu'on désirait venir ici. Là. Il y a eu des pétitions de signés. On voulait développer le Saguenay. Et ces gens-là, à Grande-Baie, puis à Baie-Saint-Paul et à Malbaie, ils vivaient pauvrement. Puis ils disaient, on a un beau territoire à développer. On a de grandes familles. Hein? Il y était 18-20 dans une famille. On n'a pas la terre qu'il faut pour le développer. Ce n'est pas les plus belles terres agricoles hein, à Baie-Saint-Paul et à Malbaie. Pourquoi on n'irait pas développer le Saguenay? Alors là, on ne pensait pas tout de suite au lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean est arrivé pas longtemps plus tard. Mais quand même, c'est intéressant. Et pour ça, bien, il fallait passer par la rivière Saguenay pour s'y rendre. Et cela, il fallait passer l'hiver ici parce que l'hiver, le Saguenay gelait encore plus qu'aujourd'hui. On faisait des ponts de glace à Chicoutimi même. En 1900, on voit les ponts de glace avec les chevaux sur le Saguenay. C'était avant les barrages, donc ça gelait beaucoup plus profondément, puis c'était très sécuritaire avant les ponts. Donc, tout ça, là, il faut bien comprendre que le Saguenay, c'est vraiment le développement de la région. Puis les bateaux de croisière, là, ça a commencé, ça fait longtemps. Hein? C'est pas moi qui ai emmené les premiers bateaux de croisière, croyez-moi. Le premier bateau qu'on a identifié, là, c'est 1822. Un bateau de croisière, il s'appelait le Montagnais. C'était des gens riches de Québec. Puis ils sont venus faire un tour. Il en est venu beaucoup, mais on n'a pas la liste de tout ça. Hein? On nous dit qu'il n'y a pas vraiment des notes de tout ce qui s'est fait. Mais quand même, là, on a une note importante en 1822. Ça veut dire avant la fondation de Grande-Baie, avant le premier habitant. Il y en avait des habitants. Ça aussi, c'est une discussion. Quelle année? Chicoutimi, Grande-Baie, tout ça, ça a été fondé. Il y a des discussions là-dessus, ce n'est pas unanime. Vous savez que tout le monde va vous dire 1842, Chicoutimi a été fondé par Peter McLeod. C'est vrai. Mais avant, il y avait du monde. Le poste de traite, il y avait une chapelle, il y avait du monde avant. On ne considère pas ça comme la fondation, mais il y avait du monde. Donc, c'était toujours la question maritime qui était importante. Il y a eu des bateaux de croisière. Le premier bateau de croisière à venir régulièrement, 1840. Donc, le premier bateau de croisière est arrivé en même temps que Grande-Baie. Mais il n'y avait pas le goût d'aller faire des croisières, ceux qui arrivaient à Grande-Baie. C'était pas riche, là. Hein? Aujourd'hui, on parle de croisière comme étant quelque chose, on part en vacances, c'est luxueux, c'est beau.
Mais là, en 1840, les gens qui étaient là pour défricher n'avaient pas le goût. Mais il y avait des bateaux de croisière, il y avait des gens riches qui, de temps en temps, embarquaient sur des bateaux et allaient explorer des régions éloignées. Pour eux, c'était éloigné. Alors, ça venait d'où? Probablement des Américains qui venaient ici, mais il y en a eu vraiment. Et le premier service qu'il y a eu là, entre Québec et Montréal, régulier, là, un service régulier, ça a été une délivrance pour les gens d'ici, 1853. Donc, à peu près 15 ans après la fondation de Grande-Bay, le premier, là, on a un lien direct. On a des bateaux qui font la navette, c'est régulier. Québec, la baie, c'est régulier, ça vient tout le temps. On a aussi, vous savez, on a des bateaux qui venaient, mais ce n'étaient pas tous des bateaux de croisière. Il y en a qui venaient chercher des fourrures, il y en a qui venaient chercher du bois. Parce que le bois, quand on le fabriquait, il fallait l'envoyer, il fallait qu'il parte. Alors, les bateaux arrivaient, il y avait la pulpe aussi, la pulperie qui est arrivée beaucoup plus tard. Donc, les bateaux venaient, là, hein? Et quand ils arrivaient à la baie, bien là, jusque-là, ça se naviguait bien. Mais après la baie jusqu'à Chicoutimi, il faut y aller doucement, là. Donc, il y a eu du dragage. Hein? Pendant des années, il y a eu du dragage de fait à partir de la baie jusqu'à Chicoutimi pour permettre aux bateaux de venir plus facilement. Et il y avait toute une technique de transport. Par exemple, le lestage. C'est que les bateaux qui arrivaient d'Europe, ces bateaux-là arrivaient d'Europe et ils arrivaient pleins. Hein? Ils arrivaient pour nous donner tout ce dont on a besoin, mais ils repartaient vides souvent. Hein? Avant qu'on commence à développer le bois d'une façon importante, ils repartaient vides. Alors, quand ils repartaient, un bateau vide, là, c'est comme la mer, ça ne fait pas. Il faut que tu mettes des roches, il faut que ce soit assez pesant pour la ligne de flottaison, hein, le lestage qu'on appelait. Alors, des petites anecdotes qui sont intéressantes, c'est que ces pierres-là qu'on mettait dans les bateaux pour retourner souvent à La Rochelle, parce que La Rochelle, ça a été le port le plus animé en relation avec le Québec, les pierres qui étaient dans les bateaux, rendues à La Rochelle, on les sortait du bateau. Et il y a une rue à La Rochelle qui est fabriquée entièrement de ces pierres-là. Ce sont des pierres qui viennent d'ici, du Canada. Alors, on peut y aller. Encore aujourd'hui, les pierres sont là, elles viennent du Canada et elles sont installées dans la rue là-bas. Donc, ici, à Saguenay, l'histoire des bateaux, c'est très fréquent. C'est quelque chose, c'est le nœud, hein? C'est par là que passe le développement de toute la région. Par la suite, on a eu des bateaux de croisière, comme le bateau le Richelieu, qui, lui, venait à toutes les semaines, par exemple. Ceux qui demeurent à Chicoutimi s'en souviennent. Il y en a d'autres qui venaient à la baie. Le Richelieu aussi pouvait arriver à la baie de temps en temps. Il y avait le Saint-Laurent, le Richelieu. Alors, ces bateaux-là venaient... Ça, c'était des vrais bateaux de croisière. Hein? On appelait ça les bateaux blancs parce qu'effectivement, ils étaient toujours tout blancs. Encore aujourd'hui, la plupart des bateaux sont blancs. Mais je me souviens, même moi, quand j'étais jeune, on avait un chalet à Saguenayville. Saguenayville, c'est tout près du Parasol. Hein? Alors, il y avait tout près du Parasol, avant ça, ce n'était pas des maisons habitables comme aujourd'hui, c'était des chalets d'été où on pouvait observer le Saguenay. Et à tous les jeudis, on voyait passer le Richelieu. Alors, et effectivement, on voyait aussi passer beaucoup de bateaux qui emmenaient toutes sortes de marchandises à Chicoutimi. Il y a des entrepôts qu'on avait sur le port et qu'on en a un encore. Là, vous voyez l'entrepôt. Alors, ça se remplissait de biens pour l'hiver, du sel mettre dans les rues, du charbon, de toutes sortes d'affaires qui venaient dans cet entrepôt-là parce que l'hiver, il n'y avait plus de transport. Aujourd'hui, le Saguenay, il y a du transport à l'année. C'est spectaculaire de voir le brise-glace qui monte sur les glaces, qui brise ça, parce que les bateaux de Rio Tinto, ça passe à l'année sur le Saguenay. Ils vont jusqu'à leur port à l'année. Mais dans ce temps-là, effectivement, dès qu'arrivait le mois d'octobre, la navigation s'arrêtait et puis il n'y avait pas de navigation l'hiver. Donc, le port de Chicoutimi était le port le plus animé qu'à la baie, parce qu'à la baie, c'était le port de Rio Tinto aujourd'hui. Là. Dans ce temps-là, c'était l'Alcan. Ça, c'était un port animé, mais il était destiné seulement à l'Alcan. Mais pour le reste, ça venait jusqu'à Chicoutimi. Il faut dire que les bateaux de ce temps-là étaient plus petits. Mais il est arrivé aussi
le fait qu'on s'est dit, le parc des Laurentides est fait, le train, hein, on peut venir ici en train, on peut encore venir en train, c'est très c'est populaire pour la marchandise en tout cas. Et ça prenait quand même un port plus développé. Alors, là est arrivé un député qui s'appelait Marcel Dionne. Marcel Dionne dit « Il faut avoir notre propre port et celui de Chicoutimi, ça ne fonctionne pas. Les bateaux plus gros ne peuvent pas s'y rendre. Il n'y a pas d'avenir à Chicoutimi dans le domaine maritime. » Alors, ça prenait donc un port beaucoup plus commercial, organisé, comme dans toutes les villes. Alors, Marcel Dionne rencontre, dans ce temps-là, c'était Pierre-Éliott Trudeau qui était au pouvoir. C'était le ministre Lalonde qui était responsable de ça. Et le ministre Lalonde lui dit, écoute, on ne peut pas construire un port quand il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Mais Marcel Dionne dit non, ça prend de la demande. La demande va être là, puis après, c'est-à-dire le port va être là, puis la demande va suivre. Effectivement, il obtient 20 millions dans ce temps-là pour construire le port de Grand-Anse. Le port de Grand-Anse, aujourd'hui, c'est un port extraordinaire parce qu'il est isolé. Hein? Les maisons les plus proches sont à 7 km. Il y en a peut-être une là, qui est entre les deux, mais les autres, c'est 7 km. Donc, c'est un port appelé à se développer beaucoup. Le train peut maintenant s'y rendre. C'est donc le port principal qui sert au développement commercial de la région. Parce qu'à partir du port de Grand-Anse, tu peux aller partout au Lac-Saint-Jean, chez Bougamau, hein, tu peux aller partout. Alors, c'est le lien qui nous permet de nous y rendre. Tandis que Rio Tinto, eux autres s'en vont à la baie avec leur voie ferrée qui s'appelle Roberval-Saguenay, mais qui appartient à Rio Tinto. Puis les voies ferrées aussi appartiennent à Rio Tinto. Et ça coûte une fortune, ces voies ferrées-là. Parce que la voie ferrée, là, qui part d'Alma, ça s'en va au port, parce qu'ils ont une usine à Alma, à Rio Tinto. Ils passent un petit bout sur l'océan, là, mais ils s'en vont à la baie. Alors, cette partie de train-là, il faut passer dessus pour ensuite s'en aller à Grand-Anse. Parce que Grand-Anse, là, vient faire le lien entre Roberval-Saguenay et Grand-Anse. Et c'est 13 km de voie ferrée. Pour vous donner une idée, là, 13 km de voie ferrée, ça a coûté 40 millions. Hey, c'est de l'argent, là, pour 13 km. Alors, on peut s'imaginer quelle est la valeur des voies ferrées qu'on voit partout au Québec et principalement ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et qui appartiennent à Rio Tinto et qui sont très bien entretenues. Hein, vous savez qu'il y a eu des problèmes avec les voies ferrées qui étaient scandaleuses quand on a vu l'accident qui est arrivé au lac Mégantic. Ici, les voies ferrées de Roberval-Saguenay sont bien entretenues. Un accident est toujours possible, là, mais je ne pense pas que ce soit le même genre d'accident parce que ce n'est pas les mêmes produits. Mais quand même, c'est fondamental que les voies ferrées soient bien entretenues, et c'est le cas. Et celle-là qui sera en Grand-Anse, là, c'est impeccable. Donc, le port de Grand-Anse, ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est qu'il est situé comme en profondeur. Il est situé en bas d'une côte. Parce que le Saguenay, c'est fait comme ça. Donc, ça va prendre un élévateur pour monter la marchandise en haut. Et les compagnies qui s'installent dans le nord et qui veulent utiliser le port de Grand-Anse sont conscientes de ça. Et ce sont elles qui vont payer cet élévateur-là pour que les marchandises montent en haut pour embarquer dans le train à partir d'un quai là, pour les trains qui est situé en haut. Alors, ça, c'est un peu ce que j'avais à vous dire concernant la rivière Saguenay. On pourrait en parler longtemps. D'ailleurs, Russell Bouchard a écrit un livre merveilleux sur la navigation au Saguenay. Les gens qui s'y intéressent, là, il y a un livre qui existe là-dessus. Ça parle de toute l'histoire de la navigation sur le Saguenay, les accidents qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on faisait pendant l'hiver, qu'est-ce qui est arrivé avec la statue, par exemple, l'histoire de la statue qui est à Cap-Trinité. Alors, c'est un livre qui fait le tour de ça. Et je vous encourage, si vous aimez l'histoire et vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le Saguenay au cours de l'histoire, vous allez avoir là, de la documentation très intéressante. En terminant, j'aimerais vous faire visionner un film qui a été produit par Warner Brothers aux États-Unis il y a plusieurs années sur la rivière Saguenay. C'est en anglais, par exemple, mais quand même, ça nous vient des États-Unis. On a acheté les droits là-dessus. Alors, regardez ça avec attention. Quebec, the capital city of the historic St. Lawrence, and the guardian gateway to the long-forgotten kingdom of the Saguenay.
It is here that you can best see the imprints of old world France. Now we leave Quebec City for a modern voyage through the fabled Saguenay Kingdom. It all started when Donnacona, chief of the Algonquins, built Jacques Cartier and the French government into believing that a fabulous kingdom of riches existed beyond the deep and mysterious Saguenay River. In early French colonial times, it took sailing vessels a number of days or more to run the Saguenay from Quebec. Now it's done in one smooth cruising day. There are a few old-timers left who can artfully shape up a hardy fishing sloop with only bare-handed tools and a spirit that defies the ravages of time and tide. Once more underway, we head up the Saguenay for the 90-mile sail into the heart of the mythical kingdom. The passengers soon discover a small school of porpoise, or dolphins, as the French call. The early French captured them for lamp oil and soap making. The Saguenay is North America's most unique waterway. Its great depth ranges between 600 and 900 feet. In places, the sheer granite walls rise 1,800 feet high out of the water and create an eerie, reverberating effect with the ship's whistle. Once through the mountain gaps, our river voyage ends in a stretch of romantic serenity. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.